Toshiba, avec le U920T, vous présente les nouveautés du CES 2013 en direct de Las Vegas. Et voilà, et nous voici à Las Vegas. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur technologique.fr via Dailymotion. Bonsoir à tous, puisqu'il est un peu plus de 18h, passé de quelques secondes à Paris. Vous le voyez, nous sommes ici au cœur du CES, le salon de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, qui ouvre ses portes dans très exactement 55 minutes, puisque nous sommes le 8 janvier 2013. On est installé dans le South Hall, l'un de ces trois immenses bâtiments qui accueillent le CES. On va se retrouver tous les jours à cette même heure jusqu'à vendredi sur technologique.fr pour vous faire vivre l'actualité de ce salon. Alors on va vous raconter ce qui s'est passé depuis qu'on est arrivé, depuis 24-48 heures pour les uns et les autres. Alors je vais tout de suite vous présenter mes deux invités du jour. On sera comme ça accompagnés tous les soirs par deux invités. Le premier d'entre eux, on va dire que c'est une marque qui est emblématique de l'une des grandes révolutions technologiques du moment. C'est Sculpteo. Clément Moreau, bonjour. Bonjour. Et bonsoir. Alors, on dit les deux parce qu'il est 9h du matin ici, 18h à Paris. On est en direct du CES de Las Vegas. Alors, on va parler sur les deux fuseaux horaires. Merci beaucoup d'être avec nous, Clément. Allez, on va rentrer dans le cœur du sujet, évidemment, dans quelques instants. Mais allez, en une phrase, Sculpteo, vous faites de l'impression 3D. C'est quoi l'impression 3D ? Alors, l'impression 3D, c'est un moyen de fabriquer des objets directement dans une machine, sans fabriquer de moule, sans fabriquer d'outillage. Et donc, en fait, c'est un moyen de transformer un fichier 3D en un objet directement. On fabrique soi-même ces objets désormais, c'est une vraie révolution. Et vous allez nous raconter à la fois quelle ampleur ça prend, quel succès vous avez ici. Et est-ce que ça va changer peut-être dans la vie de tous les jours, on va en parler avec vous, Clément. Et puis on va aussi, moi je suis assez curieux de savoir comment vous vivez ce rendez-vous de Las Vegas, où les Français sont présents de manière non négligeable, on va le voir. Et puis le deuxième invité de cette première quotidienne du CES 2013, c'est notre collègue Judicaël Hirel. Bonjour Judicaël. Bonjour et bonsoir à la fois, c'est complexe. Voilà, sois le bienvenu, on va se tutoyer, oui, parce que on se connaît depuis longtemps. Merci beaucoup à toi d'être avec nous. Alors, on va entrer dans le vif du sujet parce que, allez, on se donne une grosse demi-heure tous les jours en direct pour vous expliquer ce qui s'est passé depuis 24 heures. Et c'est vrai que les dernières 24 heures ont été particulièrement chargées à tout point de vue, je dirais, en tout cas en ce qui me concerne. Bon, on va rester sur une note purement professionnelle, on va pas parler de petits pépins de santé. Le CES, alors je me tourne vers le journaliste, Clément, vous m'en voulez pas, de la bande. Le CES, ça a commencé avec presque 36 heures d'avance sur l'ouverture officielle qui a donc lieu dans quelques minutes. Vous voyez derrière nous, ça s'active dans les rangées parce qu'on déroule les moquettes et on est en train d'enlever les derniers bouts de scotch. Judicaël, concrètement, le CES, il y a vraiment un avant que les portes ouvrent. Il y a un avant et il y a un off. C'est vrai que c'est assez paradoxal parce qu'on est dans la dernière ligne droite. Ils sont, comme tu le dis, en train de peaufiner les moquettes, d'enlever les plastiques et de réparer les dernières choses sur les stands pour que ça soit nickel dans une petite heure pour l'ouverture. Parce qu'officiellement, c'est pas encore ouvert. Mais pour les journalistes, c'est ouvert depuis dimanche en fait. Ça a commencé dimanche avec des premières conférences de presse, des premières annonces. Ça a été toute la journée de lundi avec ce qu'on peut appeler vraiment le marathon des conférences de presse où les journalistes font la queue pendant des heures dans les sous-sols, dans les couloirs, de conférence en conférence avec les grands noms, avec parfois l'impossibilité de rentrer après avoir fait la queue pendant des heures. Et puis ça continue le soir aussi, puisque le soir il y a aussi une sorte de salon off avec des mini-events, des mini-événements organisés que pour les journalistes, bon, pas pour les flemmards on va dire, mais où finalement dans un grand hôtel, le MGM Grande Day par exemple, 200 exposants vont venir présenter leurs pépites, leurs nouveautés du moment, ce qui évite aux journalistes d'aller courir dans tous les halls aussi du salon. Donc c'est un marathon, c'est une course de fond et ça n'est que le début. Alors, on va évidemment vous en parler. Ces rendez-vous dédiés à la presse, on en parlera davantage peut-être demain ou après-demain. On en dira un mot tout à l'heure, évidemment, parce que ça fait partie du programme de ces dernières 24 heures. Mais
on se réserve, on va dire, les images et tout ce qu'on a vu d'intéressant pour une des 2 prochaines quotidiennes de ce CES 2013 en direct de Las Vegas. On va commencer par prendre la chronologie à l'endroit. On va se retrouver dimanche soir. Dimanche soir, c'était pas très sympa pour ceux qui venaient d'arriver de Paris et qui avaient les valises sous les yeux avec le décalage horaire. Dimanche soir, il y a eu une première conférence de presse. Cette première conférence de presse du CES 2013, c'était NVIDIA. Et l'une des caractéristiques de cette émission, de ce rendez-vous en direct, c'est qu'on va vous montrer les images. Alors, on va vous montrer, très concrètement, l'ambiance qui régnait du côté de chez NVIDIA. Allez, est-ce qu'on peut voir les images, Michael, de ce qui s'est passé chez NVIDIA? Allez, Michael nous montre les images. Voilà, on est au Palms, qui est l'un des hôtels de l'autre côté de l'autoroute, ici à Las Vegas. Vous voyez, en charmante compagnie, certains ont apprécié, notamment celui qui tenait la caméra, je ne le désignerai pas. Voilà, donc beaucoup de monde, c'était la première, donc c'est aussi la conférence qui donne clairement le là. Et puis, on avait tous en tête une annonce très attendue, Julie Kael, du côté de chez NVIDIA. NVIDIA, c'est un fabricant de processeurs, donc c'est le moteur des appareils électroniques. C'est un petit peu le cœur des ordinateurs. Tous les amateurs de PC depuis des années ne peuvent que connaître NVIDIA, même si maintenant le virage de la mobilité et des mobile internet devices a été largement pris. Moi, d'NVIDIA, j'ai surtout retenu leur projet Shield, pour être sincère. Non. Je peux pas le dire. Mais Julie Kael, non mais... Je ne le dirai pas. On va y venir. D'accord. Alors, on va prendre les choses dans l'ordre. J'aime bien quand c'est pas encore en vente, en fait, c'est pour ça. Julie Kael, il connaît pas le conducteur de l'émission, il est en train de me griller. Le scoop du jour. C'est pas grave, on n'a pas encore dit ce qu'était Shield et on va y venir. NVIDIA, donc c'est un fabricant de processeurs, de puces graphiques et de processeurs tout court qui équipent notamment les tablettes parmi les plus rapides du marché. Ce processeur, il s'appelle le Tegra. On attendait la nouvelle génération du Tegra. On va écouter le président d'NVIDIA, très simplement, on va dire raconter un tout petit bout d'histoire et officialiser l'arrivée du Tegra 4. We introduced Tegra 2 at the time. People thought we were kind of crazy. Why would you need a dual-core processor for a mobile processor? And if that wasn't crazy enough, why don't we make Tegra 3, the world's first quad-core? And each generation, we took a performance leadership position. Well, ladies and gentlemen, today, to probably great surprise to all of you, I'd like to introduce the Tegra 4. Voilà des applaudissements évidemment pour ce qui n'était vraiment pas une surprise, Tegra 4. Julie Kael, qu'est-ce que NVIDIA représente dans l'univers de ceux qui font des processeurs? Pour moi, dans l'univers de la mobilité connectée, ça représente la bête de course, littéralement. NVIDIA et aussi toute la Tegra Zone avec les applications Android qui ont été spécifiquement développées pour ça. C'est vraiment ce qui se fait de plus rapide, de plus réactif quand on est un amateur de loisirs nomades et connectés. Et évidemment, une nouvelle génération, des nouvelles puces, c'est encore plus de possibilités de s'éclater avec son smartphone et sa tablette, parce que c'est là que ça se passe à l'heure actuelle quand même. Alors, NVIDIA, caractéristique, on en a un petit aperçu là, et on va comprendre davantage pourquoi je dis ça, mais NVIDIA a un président fondateur très charismatique. Pour moi, c'est un peu le Steve Jobs des fabricants de processeurs. J'ai essayé de voir pendant sa conférence, j'ai l'impression qu'il a fait 2 heures de conférence sans aucune note et sans prompteur. Il avait tout en tête et il nous racontait une histoire. C'est comme l'année dernière, c'est un véritable showman, c'est rarissime et ils ont la chance d'avoir ça, un fondateur qui est aussi une maître de scène et c'est sûr que ça aide pour faire passer le message. Voilà, c'est Jensen Huang qui est assez extraordinaire. La puissance des processeurs, est-ce qu'on va s'arrêter un jour dans cette escalade à la course à la puissance? Est-ce que ça sert encore à quelque chose de doubler la puissance d'un processeur aujourd'hui? Alors oui, c'est sûr que ça sert encore beaucoup. Alors, chez nous, par exemple, on fait de la 3D, on utilise des quantités de calcul énormes, des quantités de mémoire absolument énormes, et on arrive au bout des capacités des machines que nous avons actuellement. On est vraiment obligé d'avoir des machines de course pour faire les meilleures choses, et donc on passe beaucoup de temps à travailler à rendre les logiciels disponibles sur des machines un peu moins performantes. Donc vous êtes preneur de cette puissance. Alors, bon,
c'est toujours un petit peu abstrait, un processeur qui double de puissance. Vous connaissez sûrement la fonction HDR on est beaucoup à avoir découvert sur l'iPhone, qui permet de, on va dire par exemple en prenant une photo de quelqu'un avec un contre-jour, à la fois d'avoir une bonne exposition de la personne qu'on prend en photo, et aussi d'avoir le ciel, la mer, qui ressort de manière correcte. Ça, c'est un traitement informatique de l'image. Pour l'instant, ça n'existait que sur des photos, donc des images arrêtées. Regardez, on va le regarder ensemble pendant qu'on en parle. Regardez la démonstration que nous a fait le patron d'NVIDIA. Regardez, c'est une tablette qui les filme donc en vidéo, et le monsieur qui tient la tablette, en fait, du bout du doigt, règle ce HDR, ce rendu à haute dynamique. C'est fait à la volée sur de la vidéo, donc à 25 images secondes. C'était pas possible avant, ça devient possible avec un processeur comme le Tegra 4. Alors Judith, tu parlais de ce projet, cette annonce qui a surpris beaucoup de monde parce qu'on s'y attendait pas. Allez, je vais pas vous dire de quoi il s'agit. Effectivement, ça s'appelle Shield, Judith. Ça s'appelle Shield. Le patron d'NVIDIA l'a présenté en nous montrant cette vidéo qui nous a cloué sur notre fauteuil. Regardez. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce you to Project Thor. Excuse me, Project Shield. Alors là, It's nothing. là, si vous voulez, c'était voilà. Je pensais vous la faire après. I have to live in C'est pas grave, on va retrouver notre fil après, le fil And de only for discussion. one singular moment. Très concrètement, I have to learn not to use the Shield, code c'était words. le nom de code de ce que vous allez découvrir. Et apparemment, Nvidia travaille sur un autre projet qui s'appelle donc le projet Thor, comme le dieu, toute évidence. Et le président d'Nvidia a dévoilé le nom de code, sans doute d'un futur produit, en présentant ce qui est donc Shield. Shield, regardez, c'est ça, et c'est très impressionnant. Voilà Shield, donc une console de jeu Android, Julie. Une vraie surprise. Un produit vraiment inattendu parce que jusqu'à maintenant, Nvidia ne faisait que les processeurs qui servaient à d'autres en fait. Oui, donc elle a proposé une console complète et en plus une console dédiée à un type de jeu qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'était vraiment très surprenant puisqu'ils inventent une sorte de créature hybride finalement. C'est la console nomade de maison. Vous avez votre PC d'un côté, vous avez vos jeux vidéo sur votre PC, et vous allez les streamer pour jouer dans la pièce d'à côté, bon, ce qui suppose que vous ayez plusieurs pièces chez vous, mais a priori c'est le cas. C'est une console nomade, mais à domicile. Là c'est assez paradoxal, mais c'est très bien fait, c'est soutenu par les fabricants de jeux aussi, donc du coup, évidemment la puissance de Nvidia joue pour l'adoption du concept, mais c'est assez bluffant, quoi. Alors, on est en direct, donc on est comme à la maison. Michael, est-ce que tu peux baisser un petit peu le niveau du micro de Judy ? J'ai l'impression que... Alors ça, c'est le volume des enceintes. Faut que tu baisses un petit peu la console, voilà. On est entre nous. Vous savez, c'est-à-dire qu'on est des précurseurs, mais on est un peu les seuls à être suffisamment fous pour faire comme ça une quotidienne en direct de Las Vegas. Bon, je vous raconterai peut-être les coulisses de cette aventure à la fin de la semaine. Donc voilà, on est en train de prendre aussi un petit peu nos marques. Shield, donc c'est une console de jeu portable. Alors, on n'a pas encore le prix, on ne sait pas quand elle sort, mais
on a déjà une petite idée de ce que ça donne quand on joue à Shield. Et quand on joue à Shield, notamment branché sur un écran 4K de 84 cm. Regardez donc ce que ça donne quand on joue à Shield. You were probably starting to wonder whether it was just a 3D animation. This is Shield. Vous voyez, elle est pas grosse, hein. Clément, c'est un objet, on dirait presque un petit vaisseau spatial de poche, non? Vous trouvez pas? Oui, c'est vrai qu'elle a un design assez futuriste. Oui. Alors c'est quand même assez extraordinaire, c'est ce que ça donne quand on la branche à un écran. Et regardez un petit peu, c'est un écran LG, un 84 pouces ultra haute définition, donc du 4K. C'est la petite console qu'on vient de voir qui fournit l'image. Hein. Quand on voit ça, on se dit que la console de salon a des jours qui commencent à être comptés. Hein. C'est impressionnant. Voilà, donc évidemment, l'idée c'est d'en avoir plusieurs à la maison et de pouvoir jouer en réseau. On pourra d'ailleurs changer la coque et la personnaliser pour pas se piquer la console de l'autre. Enfin, ce qui devrait laisser penser qu'elle ne sera pas très chère cette console, mais voilà, c'est une notion très subjective encore. Il n'y a aucun prix pour l'instant. Voilà, donc on voulait commencer par la première conférence de cette semaine. C'était dimanche soir. Ça s'est fini un petit peu tard pour ceux qui sont restés faire la fête. Nous, on avait beaucoup de travail, donc on n'est pas restés. Il fallait attaquer dès le lundi matin. Et c'est LG, Judy, qui a ouvert cette immense journée, ce marathon des conférences de presse, cette vraie journée presse à la veille de l'ouverture officielle du CES. Avec des horaires typiquement l'américaine, puisqu'il faut dire que la conférence de presse commençait à 8h du matin précise, parce que tout est minuté, mais vraiment au quart d'heure près, donc c'est 8h, 8h45. Quand ça fait 3 quarts d'heure, ça fera pas une minute de plus. Et 8h du matin, quand vous arrivez après 20 heures de vol, c'est vrai, je concède, c'est pas évident, mais c'est passionnant, et puis après ça s'enchaîne. Et puis alors, les conférences de presse, on y va toujours en se demandant ce qu'on va y découvrir. On espère toujours avoir une surprise et une bonne surprise. Pour l'instant, moi j'ai pas été extraordinairement bluffé. Hein, et notamment, chez LG, voilà, le 4K, la Ultra HD, elle est effectivement partout cette année. Oui. Mais à part ça, quoi de neuf sous le soleil, Judy? Moi, j'ai pas senti de révolution, effectivement. C'est pas morose pour autant, hein, mais sur le côté mobilité, il y a énormément de choses. Mais quand même, on va dire la star, le rendez-vous habituel du CES, je dire dont on parle le plus, c'est toujours la télévision, l'écran plat. Et pour être sincère, au fil des années, des écrans plats, on a vu des nouveaux records du monde, des nouveaux plus grands, plus beaux, plus forts, des nouvelles technologies à peu près chaque année. Il y a peut-être un effet de lassitude, et même quand maintenant on nous propose des magnifiques écrans 4K, super haute définition, avec une magnifique diagonale, une image d'un réalisme à se noyer dans l'écran tellement c'est superbe, en même temps on a l'impression de plus rêver. Parce qu'on ne va pas changer d'écran plat tous les ans, il faut être sincère, sauf à être millionnaire. L'argent pousse encore moins sur les arbres à l'heure actuelle que d'habitude. Donc c'est beau, mais c'est des produits qui sont à 15 000 $, 20 000 en termes de premier prix, et encore sur les estimations, parce que c'est pas officiel. On est quand même dans le rêve et dans la future commercialisation. C'est pas vraiment ce qui va nous changer la vie. En même temps, il y a d'autres choses qui sont dans les télévisions, les interfaces d'utilisation qui sont plus intéressantes, le côté smart media, communication entre toute la panoplie numérique de la maison, et puis les grands noms qui s'amusent beaucoup à vouloir nous vendre tout la même marque. Donc c'est vrai qu'il vous faut le téléphone, il vous faut la tablette, il vous faut l'écran plat, il vous faut le son, mais il vous faut aussi le four, le micro-ondes, le frigidaire. Alors Panasonic, Samsung, LG vous proposent des applications qui permettent de faire fonctionner tout ça. À un moment, le multi-écran connecté, comme on dit. Voilà. Parfois on se demande à quoi ça rime, pour être sincère. Clément, vous en tant que consommateur, qu'est-ce que vous avez comme télé par exemple chez vous? Alors moi j'ai pas de télé. Voilà. On a trouvé le seul visiteur du CES qui n'a pas la télé. Voilà. Franchement, je vous félicite. C'est un très bel exploit. C'est vrai qu'en revenant du CES, ça va peut-être être compliqué de ne pas avoir la télé, mais... On en voit tellement en même temps que c'est difficile de choisir. Donc pas de télé, donc vous êtes pas du coup victime de cette surenchère technologique, puisque la Full HD jusqu'à il y a un an et demi, c'était le NEC plus ultra. Aujourd'hui, on nous fait comprendre que 4 fois plus de points dans l'image, c'est quand même autre chose, quoi.
Oui, donc c'est ça qui vous dissuade d'acheter une télé c'est vous ça, préférez faire autre ça chose et autre sur chose, la mais télé, c'est vrai ouais. que j'ai un peu moins de temps dans la journée depuis que j'ai créé Sculteo. Alors, effectivement, la surenchère technologique, elle existe sur les télés, elle existe sur les ordinateurs, elle existe sur les téléphones, elle existe un peu partout. Nous, dans notre domaine de l'impression 3D, on la revoit aussi, puisque chaque année ou chaque 2 années, des nouvelles machines, des nouvelles résolutions, et tout s'améliore. Ce qui est important de voir, en fait, c'est les usages. C'est-à-dire que derrière tout ça, qu'est-ce que ça change pour les gens, qu'est-ce qu'on en fait de nouveau. Et nous, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille, en se disant que finalement, il y a des très belles technologies. La 3D en fait partie, c'est une superbe technologie. Le télé 3D, c'est aussi une superbe technologie. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ça change pour les gens? Et à quel point on va vraiment pouvoir fabriquer des nouveaux usages pour les personnes? Alors évidemment, tout au long de la semaine, on reviendra en détail sur toutes ces grandes marques. On vient d'évoquer LG, on ira évidemment sur le stand LG. Il est 9h24 du matin ici à Las Vegas, donc le CES officiellement n'est toujours pas ouvert. C'est un salon professionnel, donc il n'y a pas de grand public, mais même les pros, à cette heure-ci, n'ont pas encore le droit d'entrer. Les gens que vous devinez derrière nous en train de marcher, ce sont les exposants, ce sont les organisateurs qui ont encore 36 minutes avant l'ouverture des portes. Il faut savoir que le CES, c'est 140 000 visiteurs à peu près, jeudi, en 4 jours. 140 à 150 000 visiteurs, ça doit être à peu près 3000 exposants de 150 pays différents. Donc ça reste quand même le plus grand show high-tech de la planète. Un petit peu le baromètre de l'année aussi, il faut dire. Absolument, puisque voilà, on est tous partis entre le 4 et le 5 janvier, à peine remis du deuxième réveillon. Donc effectivement, l'année démarre très fort dans le monde de la high-tech avec le CES. Donc je vous disais que les grandes marques, on va retourner les voir. On prendra le temps pendant cette semaine et ce rendez-vous quotidien en direct tous les soirs à 18h heure française de vous montrer dans le détail les nouveautés. Alors c'est vrai que chez LG, il y a eu beaucoup notamment d'annonces autour de la maison de l'électroménager. On va dire que avec la télé, c'est quand même leur gros point fort, je dis qu'il y a. Oui, le côté smart application, finalement, faire fonctionner tout ça avec les écrans compagnons du quotidien, donc évidemment le smartphone, mais aussi la tablette qui devient vraiment, j'allais dire, la télécommande domotique à domicile, que ça soit devant la télévision pour avoir des compléments de contenu, mais aussi pour suivre l'électroménager. Bon, on peut tout connecter, pourquoi pas. Mais... Alors, on reparlera évidemment de LG, on vous montrera dans le détail ces robots, ces frigos. Parfois, c'est à se demander si c'est vraiment utile d'avoir un écran OLED dans un frigo, par exemple. Mais bon, c'est vrai que du côté des robots aspirateurs, est-ce que c'est un produit qui peut vous faire craquer, par exemple, Clément? Oui, c'est un beau produit. Alors, il faudrait que ça marche parfaitement, mais si ça marchait vraiment, oui, c'est vraiment. C'est quoi le défaut d'un robot aspirateur pour vous? C'est qu'on le coince dans les coins de la pièce et qu'il se prend dans les câbles de l'iMac qui traînent un peu n'importe où. Alors, je crois justement que LG a un robot qui devient presque carré, c'est ça? Oui, qui permet d'aspirer dans les coins. Voilà. Qui est équipé de caméras en plus des capteurs. Enfin bon, c'est vrai que ça devient de la très haute technologie et c'est assez marrant de voir évoluer ces produits qu'on a vu naître justement ici au CES il y a quelques années. Alors quand on parle de télé, il y a une marque qui cherche à reprendre son leadership. Est-ce que vous devinez de qui je veux parler? Non, pas du tout. Je suis dit Kael. Une marque légendaire qui a inventé beaucoup de choses ces 30 dernières années. Comme je ne te crois pas. Ça commence par un S éventuellement? Voilà. C'est évidemment Sony qui est challengé, comme disent les Américains, par Samsung en premier lieu. La conférence de presse de Sony, c'était donc toujours lundi après-midi. On parle de télé 4K, et bien voilà les deux nouveaux modèles de télé 4K, donc Ultra HD chez Sony, 55 et 65 pouces. Disponibilité, si j'ai bien retenu, au printemps. Oui. Donc assez vite si la promesse est tenue. Pas d'informations sur le prix. La seule chose que j'ai notée, c'est qu'on nous a promis des écrans plus abordables. Oui. Sachant que le premier écran 4K Sony, donc le 84 pouces, est à 15 000 euros oui. À peu près. Bon, je crois qu'il va se passer pas mal de choses. Sur le terrain du prix, justement, notamment ici, cette semaine au CES, mon petit doigt me dit qu'une marque va annoncer un téléviseur 4K, grand public, un tarif. On m'a parlé de 2 000 euros.
à suivre. Bon, je crois que la nouvelle n'est pas encore officielle, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais voilà. On va surveiller ça, évidemment, de très près. Donc, télé chez Sony, c'est vraiment, on va dire, le produit emblématique de la marque. Et Kazirai, le nouveau président de Sony, qui se bat sur tous les fronts, PlayStation, évidemment toute la partie imagerie avec la vidéo, la photo, etc., veut absolument reconquérir la première place du côté des télés. Une chose intéressante que j'avais notée, c'est quand même j'espère que ça arrivera en Europe après, c'est le lancement l'été prochain aux États-Unis de la vente en streaming de vidéos 4K. Et aussi le fait que quand on achète un écran, il l'offre avec une dizaine de blockbusters d'une qualité discutable, ça c'est autre chose, mais c'est ici mieux Sony. Et c'est bien quand même de voir que cette fois-ci, on a pensé, en nous vendant les écrans, à avoir des choses aussi. Oui, parfois. Mais avoir du contenu à regarder, c'est bien aussi. Parfois. Ça veut dire concrètement qu'on pourra télécharger à la demande, faire de la vidéo à la demande avec du contenu à ultra haute définition. Et avec en plus l'upscaling pour les contenus qui seraient un petit peu moins de définition. Mais c'est une initiative, mais pour les États-Unis pour l'instant. Voilà. En Europe, wait and see comme toujours. C'est un peu comme la Google TV, ça a mis longtemps à arriver. On en voit seulement que les prémices en France pour l'instant. Alors, télé évidemment chez Sony. Il y a eu aussi une grosse partie qui a été consacrée, vous l'avez peut-être remarqué jeudi, au NFC, oui, à tous ces petits appareils communicants. On peut rappeler ce que c'est que le NFC ? Near Field Communication, le fait de pouvoir transmettre des informations juste en approchant les appareils, même sans les taper, en préférence, juste en les approchant. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup pour le paiement sans contact sur les smartphones principalement, mais là c'est utilisé pour transmettre des informations et en l'occurrence de la musique. Donc c'est très élégant quand Peter Molineux, c'est ça, fait sa démonstration et pose un smartphone Xperia sur une barre sonique ou sur une petite enceinte ou sur un casque et automatiquement, sans rien avoir à faire, ça transmet la musique. Bon, il ne l'a pas fait vraiment, il a montré comment ça marchait, mais il l'a pas fait à la conférence, mais il avait déjà présenté à l'IFA et ça continue à se développer. C'est une sorte de signature technique à l'heure actuelle de Sony, j'ai l'impression, qui met l'accent sur ça pour tenter de se différencier un petit peu. Voilà, on a revu 2 secondes de qui il s'agissait. Effectivement, on a les images de ces appareils NFC. On ira les voir sur le stand Sony, on les verra bien mieux que lors de la conférence qui avait lieu donc de manière assez unique sur le stand Sony ici dans l'un des halls avant l'ouverture. Et c'est vrai que faire une conférence de presse sur un stand, c'est plutôt sympa quand on y va les mains dans les poches. Mais pour vraiment, pour filmer et pour s'approcher des produits, c'est plus compliqué. Alors, on est toujours chez Sony. Dans 1 mois et demi, on sera pour beaucoup à Barcelone au Mobile World Congress. On a quand même parlé téléphonie au début de la conférence Sony avec c'est un téléphone, mais qui me fait quand même beaucoup penser au Galaxy Note de Samsung, en tout cas par ses dimensions. Regardez, allez, avant de le découvrir, voilà le début du stand Sony. Ce compte à rebours qui nous a indiqué qu'il fallait commencer à se préparer. Les caméras étaient prêtes et ce nouveau smartphone, alors c'est plus vraiment un smartphone, c'est un phablette comme on dit. Hein, oui, mi-phone, mi-tablette. Voilà. 5 pouces, c'est le Xperia Z. 5 pouces de diagonale, 1080p, donc Full HD pour la vidéo, mobile Bravia 2 à l'intérieur pour avoir tout ce que Sony sait mettre comme puissance dans un petit appareil. Voilà, il y avait donc aussi de la téléphonie chez Sony, Julie. Mais le côté positif, c'est que Sony a bien réussi à réintégrer Sony Ericsson au sein du groupe Sony et dans la galaxie du groupe, alors qu'avant c'était une joint venture 50-50. Le côté plus négatif, c'est que même en ayant tout rebaptisé Xperia, que ce soit les smartphones et les tablettes, Sony n'est pas identifié comme une marque de téléphonie mobile. Ils ont encore du mal à s'imposer. Et bon, les produits sont plus design, ils sont de plus en plus performants, mais ça va encore prendre du temps avant que Sony regagne des parts de marché en la matière. Clément, vous avez quoi comme téléphone, si c'est pas indiscret? Alors moi j'ai un iPhone. Vous avez un iPhone. Est-ce que vous croyez au succès ou au retour de Sony sur ce marché de la téléphonie? Il y a combien de place à prendre finalement sur ce marché, en dehors de Samsung et d'Apple? Alors le fait qu'il y ait 3 places, c'est pas forcément un problème. Vous pensez qu'il y a 3 places? Oui, je crois qu'il y a au moins 3 places. Donc elle est pour qui la 3e place? Ça, je vous laisse prédire, c'est votre métier, c'est pas le mien. Non, mais c'est votre avis personnel qui m'intéresse comme ça. Moi je crois qu'effectivement Sony a quelque chose à faire, mais Google aussi. Donc, oui. Google qui s'est associé à LG. Vous pensez à Google avant de penser à Nokia, avant de penser à... Nokia est quand même assez loin derrière.
c'est fou comme les choses changent vite quand même. Et ça va continuer, parce que quand on regarde les affiches ou les sponsors qui sont présents sur le CES, on parlait à l'instant de LG qui a fait un très bon partenariat avec Google sur la nouvelle génération de Nexus, qui est une petite bombe, qui est aussi présente sur le stand LG d'ailleurs. Mais il y a une autre marque qui monte, et on le mesure parfois en tant que journaliste par la longueur de la queue à la conférence de presse, et le nombre de gens refusés à l'entrée, c'est le chinois Huawei. Huawei qui est le challenger qui arrive derrière, qui fabrique l'ensemble de son téléphone, et je pense que les marques sud-coréennes ont un petit peu de soucis à se faire, parce que les Chinois arrivent, ils arrivent très vite, avec des bons produits et à des prix absolument ahurissants. Donc du souci à se faire pour Sony qui quand même se bat pour regagner du terrain sur ce marché de la téléphonie, qui remonte d'ailleurs, hein, je crois qu'ils sont repassés à la 3e place. Alors 3e place du classement des smartphones. Ce qui est beau dans la technologie, c'est qu'il y a... Pas dire de bêtises, je dis. Ça dépend des modes de calcul. Voilà. On nous dit souvent, nous sommes numéro 1, nous sommes numéro 2, nous sommes numéro 3. C'est vrai. Ça dépend comment on calcule. Donc il y a beaucoup d'arguments de communication sur le sujet. Bon, disons que ça pourrait aller plus mal. Voilà, Dans le même ordre d'idée qu'on voit le meilleur magicien du monde sur le strip ou le meilleur hôtel du monde, on n'arrête pas de voir le record du monde, le plus grand, le plus beau, le premier. Il y a beaucoup d'exagération dans les tournures ici. Bon allez, on va continuer, on va terminer ce tour d'horizon de la conférence Sony. On parlait de télé 4K tout à l'heure. Il y a eu du 4K aussi côté prise de vue avec d'abord cette caméra pro annoncée et qui a l'air assez costaud. Et puis le premier caméscope grand public 4K de Sony, c'est un prototype qui est sur le stand et là aussi on ira voir de quoi il s'agit. Il n'y a pas eu du tout d'annonce des prix auxquels ce caméscope grand public 4K sera vendu. On va terminer cette première quotidienne du CES par Qualcomm avec une petite surprise dans quelques instants, je ne vous en dis pas plus. Mais je voudrais qu'on parle de Sculteo avec vous, Clément. Racontez-nous assez rapidement, mais cette histoire extraordinaire, hein, parce que la boîte a combien de temps? Donc, la boîte a 3 ans, un peu plus de 3 ans. On l'a fondée en septembre 2009 avec Eric Carrel. Vraiment, l'objectif, c'était d'utiliser l'impression 3D et de rendre cette technologie disponible pour tout le monde. Enfin, il y a 3 ans, honnêtement, je ne sais pas si toi, tu en avais entendu parler, non, je dis. Sincèrement, non. Non, qui savait que c'était possible, que ça existait? Alors justement, c'est ce qui nous a motivé à créer la société, c'est que la technologie était prête, il y avait déjà des belles choses qu'on pouvait faire avec, mais elle était très peu utilisée et elle était utilisée pratiquement uniquement dans des grosses boîtes ou dans des labos de recherche pour faire des prototypes. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que ça c'est très bien, mais ce qu'on voudrait faire, c'est s'en servir pour faire des vrais objets, faire des objets utiles. Alors, montrez-nous ce qu'on peut faire avec une imprimante 3D, parce que c'est vrai que c'est assez... Enfin voilà, c'est sidérant. Alors, on va... Allez. On est capable d'imprimer, par exemple en plastique. En plastique, on peut imprimer des petits objets, des coques iPhone, des choses comme ça. On peut aussi imprimer des plus gros objets, puisque on arrive à cette coque iPhone géante. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien prédire l'avenir sur les téléphones. Voilà, je pense qu'on n'y arrivera pas tout de suite, mais voilà, on a un bel objet qui est la plus grande coque iPhone qu'on est capable d'imprimer en 3D. Il y a une limite de taille maximale pour l'impression 3D ou... Oui, il y a une limite de taille. Alors selon les machines, les machines que nous utilisons vont jusqu'à 70 cm, sont les plus grandes possibles en plastique. Ensuite, il y a des machines qui fabriquent des pièces en sable ou des choses comme ça qui vont jusqu'à 1 mètre ou un peu plus. Mais expliquez-nous quand même le principe. Comment ça fonctionne? Donc, Comment fabriquer un objet comme ça? Le principe de l'impression 3D, c'est d'étaler des couches successivement. C'est-à-dire qu'on fabrique les objets par empilement de couches. Au lieu de prendre un bloc de matière dans lequel on va creuser comme les méthodes traditionnelles, on prend des couches de matière qu'on empile les unes au-dessus des autres. Donc là, c'est forcément de la poussière au départ? Alors dans cette machine, c'est de la poudre, effectivement. C'est de la poudre de plastique qui est étalée en couches très fines de 1/10 de millimètre. Et ensuite, on a un laser qui vient par-dessus et qui vient chauffer la surface pour agglomérer les grains de polyamide les uns aux autres. Et ensuite, on étale une autre couche et on fabrique comme ça 1/10 de millimètre par 1/10 de millimètre, on fabrique les objets. Bon, faites-nous rêver, il faut combien de temps pour fabriquer cette immense... Alors, on a de la chance, on l'a mise dans ce sens-là quand on a fabriqué, donc on a mis à peu près une dizaine d'heures, puisque ça met 1 heure par centimètre. D'accord. Bon, vu la taille de l'objet, c'est relativement rapide.
une housse de taille, on va dire standard. Hein, Taille normale, oui. Alors, vous aimez les têtes de mort quand même, hein, je sais pas si c'est... Alors, nous on aime les têtes de mort, mais il se trouve que les clients aussi aiment beaucoup la tête de mort. Ah bon, d'accord. C'est Zadig et Voltaire, cette référence. ce modèle de coque de téléphone est le modèle que nous le vendons le plus aujourd'hui. Et donc c'est vraiment un gros succès. C'est-à-dire qu'avec vous, le principe c'est quoi? C'est qu'on commande sa propre coque? Oui, alors en fait on personnalise sa coque grâce à une application iPhone et iPad qui s'appelle 3DP Case, comme 3D Printed Case. Et sur cette application, on va pouvoir prendre un modèle de coque et venir le personnaliser, c'est-à-dire rajouter un petit peu de soie dans le téléphone, dans la coque. Parce qu'en fait, cette technologie, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle permet de fabriquer des objets uniques. C'est ça ce qui est vraiment extraordinaire. Ça ne coûte pas plus cher de fabriquer des objets uniques que de fabriquer des objets de série avec ce système. Concrètement, cette coque, je la commande, elle me coûte combien? Cette coque coûte 35 € à peu près, plus les frais de port, et elle est fabriquée on demand pour vous après votre commande. Vous la recevez 4 jours après la commande. Alors ça c'est le principe. On est au CES, on est dans un salon qui est d'abord un salon américain qui a évidemment une résonance mondiale, mais quel est l'accueil que vous avez depuis plusieurs mois et quelle proportion c'est en train de prendre l'impression 3D? Alors l'impression 3D c'est un domaine qui est vraiment en explosion et le CES a choisi de nous décerner le Best of Innovation Award dans la catégorie Software and Mobile App. D'ailleurs, je vous interromps une seconde, là c'était donc Unveil, l'événement presse de dimanche après-midi ici. Vous étiez l'un des exposants donc, qui participaient et effectivement vous avez fait partie des exposants, des entreprises, des marques qui ont été récompensées par ce trophée très prestigieux, c'est dur à dire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un seul trophée par catégorie et le CES a choisi de considérer que notre application qui permet de créer des coques et de personnaliser des coques est la meilleure application mobile de l'année. Donc bon, c'est vrai qu'on en est assez fiers. La catégorie application mobile, c'est pas une toute petite catégorie. Et ce que ça veut dire en fait, c'est que c'est la démonstration que l'impression 3D peut servir de véritable moyen de production. On est vraiment arrivé à une étape où l'impression 3D, c'est pas simplement du prototypage et de la fabrication de maquettes, c'est vraiment la possibilité de produire des vrais objets, à condition de mettre un petit peu de facilité pour le client. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec cette application. C'est ce que d'autres partenaires font. Par exemple, montrez-nous autre chose que les coques avec tête de mort, parce que... Ouais, voilà. Si vous en avez marre des têtes de mort, on peut regarder cette tasse en céramique. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on est capable d'imprimer en 3D en céramique. Qu'est-ce que ça veut dire imprimer en 3D en céramique? En fait, on imprime en 3D avec une poudre à base d'argile qu'on vient cuire, qu'on met dans un four comme un potier traditionnel. Seulement, la forme a été fabriquée par une impression 3D. Et ensuite, on a une étape d'émaillage, on a des choses comme ça. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça a comme impact, on va dire, sur l'industrie, sur les gens qui ont besoin de faire des prototypes? Qu'est-ce que ça va changer? Alors, qu'est-ce que ça change pour le prototypage, c'est un impact qui est assez connu et assez reconnu. Je ne voudrais pas vous les casser, excusez-moi. Exactement, oui, je fais attention à mon petit pot. Pour le prototypage, c'est assez clair. On va pouvoir faire des prototypes beaucoup plus rapidement qu'avec des méthodes traditionnelles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi un impact pour la véritable production. Et là, les tasses en céramique que nous fabriquons ne sont pas des tasses prototypes, ce sont des tasses avec lesquelles vous allez boire le café. Ce sont des tasses avec lesquelles notre client envoie son profil avec l'application iPhone et iPad, il fabrique la tasse, il personnalise la tasse et à la fin il boit son café avec une tasse qui est à son image. Mais c'est plus une logique de série courte que de production de masse a priori, non? C'est une logique de production de masse d'objets uniques. C'est-à-dire qu'on a des objets qui sont tous uniques mais tous similaires et on va les produire vraiment à la demande pour la personne. Et c'est ça ce qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui on a la capacité en impression 3D de faire un modèle économique qui fonctionne pour faire de la production de masse avec des objets tous uniques, comme Zazzle ou Café Press font des t-shirts tous uniques. En impression 3D, on peut faire des objets tous uniques. On est au CES 2013, quotidienne tous les soirs à 18h sur Technologique jusqu'à vendredi. Salon mondial, 20 000 nouveaux produits environ présentés pendant 4 jours ici. Comment vous faites pour être distingué à ce point avec la concurrence asiatique? Qu'est-ce qui fait que vous avez une telle avance? Alors, je crois qu'on est quand même dans un domaine où, comme vous l'avez dit, on a démarré tôt, on a démarré en 2009.
Et en 2009, démarrer une société d'impression 3D, c'était pas forcément très à la mode. Ce qui fait que commercialement, ça a été compliqué les 2 premières années, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir fait 2 ans de plus de R&D que tous les concurrents qui sont avec nous. Alors vous nous disiez tout à l'heure, Clément, que la puissance, ça vous intéresse. On a commencé avec un fondeur, mais on va finir cette première quotidienne 2013 avec un autre fondeur. Et ce fabricant de processeurs, c'est non pas Nvidia, mais c'est Qualcomm, une marque qui compte désormais énormément. Qualcomm, c'était l'une des keynotes, c'est ces grandes conférences très officielles qui sont organisées ici, qui s'étalent tout au long de la semaine. Le patron, le président de Qualcomm, c'est le docteur Paul Jacobs. Et lui aussi n'était pas venu les mains vides. Il avait lui aussi un nouveau processeur Star à dévoiler ici au CES. C'était il y a quelques heures à Las Vegas. I'm pleased to announce the new flagship in the Snapdragon chipset series. This is the Snapdragon 800 and it's the most advanced wireless processor ever built. This little chip is going to... Voilà, cette petite puce va avoir un énorme impact. C'est les 2 derniers mots qui manquaient. Alors, comme tout à l'heure, on a envie de savoir ce que ça donne. Bon, on nous a préparé une petite démonstration live sur scène avec donc le patron de Qualcomm. Regardez, c'est pas de la vidéo, c'est sur une tablette équipée de ce nouveau processeur Snapdragon 800 de Qualcomm. Tout est rendu en temps réel. C'est que de l'image de synthèse et vous allez voir la décomposition en fil de fer avec ces millions de polygones. Voilà, tout ça sur une puce qui tient dans un téléphone portable. Donc vous imaginez, vous qui aimez jouer peut-être, ce que vous allez pouvoir en faire. Et cette puce consomme 2 fois moins d'énergie que la génération précédente en étant 75% plus puissante. Donc forcément, les fabricants de téléphones, de tablettes vont évidemment se régaler. Clairement. Puis il y a une dimension symbolique aussi, il y avait comme une passation de flambeau cette année parce que d'habitude, l'ouverture du CES depuis des années, c'est Microsoft. Et là, l'année dernière, Microsoft a dit cette année nous ne serons pas là. Et qui prend le relais? Les fondeurs de processeurs pour la mobilité. Et là, on a l'impression d'être passé de refermer la page de la micro-informatique et de rentrer plein pied dans les loisirs numériques et les loisirs nomades. C'est vrai. Alors, c'est très symbolique. Je dois dire, Judicaël, que je vous avais promis une surprise. Alors, je maintiens, il y a une surprise dans quelques instants à propos de Qualcomm, mais il y a une deuxième surprise en fait. Parce que, évidemment, c'est difficile de ne pas évoquer Microsoft ici au CES. Paul Jacobs a évoqué Microsoft. Et effectivement, tout le monde a pensé que Steve Ballmer devait regarder cette conférence depuis son salon. Allez, on retente. 2 years ago, right here on this stage, Microsoft took a major step forward announcing that the next version of Windows would be born mobile, that would run on the chips that power smartphones and tablets. Then last year, they showed how Windows was completely reimagined, starting from the chipset all the way to the user experience. And this year, Paul? Welcome, my friend, Steve Ballmer, Microsoft CEO. Glad to have you here. Thanks, Paul. Thanks, all of you. It's great to be back here at CES with Qualcomm. This year, I'm here to actually have a chance to show you some of the phenomenal new Windows devices on Snapdragon and on the market today. Et voilà, même absent, il est quand même là, Steve Ballmer. Voilà, c'était l'une des surprises évidemment, avec cette entrée qui a fait rire tout le monde. Je cherche le moyen d'arriver à ma deuxième surprise, mais je vais y arriver. Puisqu'on a vu ce que donne le Snapdragon, puisqu'on a vu Steve Ballmer, c'est vrai que Paul Jacobs a utilisé beaucoup de guests qui se sont succédés pendant sa conférence. On a eu Steve Ballmer, on a eu le champion de NASCAR, donc le championnat américain de voitures sur circuit, enfin voilà, vous connaissez sans doute. On a eu Guillermo del Toro, le réalisateur, dont le prochain film Pacific Rim sort au mois de juillet. Et on s'en est pris plein les mirettes sur l'écran de projection 4K de la salle du Venetian où ont lieu les keynotes. Et puis la grosse surprise, ça a été
le petit interlude musical de la fin de la conférence. Alors, pour tout vous dire, les caméras n'étaient pas, on va dire, n'étaient pas les bienvenus dans la salle. Toutes les images que vous avez vues de Qualcomm, on les a tous filmées, toutes les télés qui étaient là, en filmant des petits écrans de contrôle. Ça, on avait le droit. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Et pour ce que vous allez découvrir tout de suite, eh bien, c'est fait à l'iPhone 5, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Et oui, c'est les Maroon 5, l'un des 2-3 plus grands groupes au monde avec Coldplay, on va dire en ce moment, Rihanna, Lady Gaga, qui ont fini la conférence Qualcomm avec un petit set comme ça, acoustique, 3 morceaux. C'était pour nous régaler et nous souhaiter bon courage pour ce CES. Allez, on va pas faire les difficiles, il ne faut pas du courage pour être ici, il faut beaucoup de chance. Et il faut quand même avoir un petit peu d'énergie sous le coude pour tenir cette semaine. Voilà pour cette première quotidienne. J'espère que vous serez au rendez-vous demain soir, donc qu'on ne se trompe pas, mercredi soir. Oui, parce qu'on est mardi, mercredi soir, 18h heure de Paris, 9h heure de Las Vegas. On sera au rendez-vous, même endroit, même heure, avec donc d'autres invités, d'autres images. On va essayer d'aller vous faire découvrir les premiers stands sur le salon. Et puis évidemment, on compte sur vous sur Technologique. Je voudrais remercier très particulièrement celui qui m'aide à préparer ces émissions et qui est là, c'est Michael Bazoge, que vous retrouvez sur Technologique très régulièrement. Et puis je voudrais remercier aussi nos amis de Toshiba qui nous accompagnent pendant cette folle semaine américaine. Merci beaucoup. Je vous dis à demain et d'ici là, très bonne soirée en France ou où que vous soyez. Merci. Toshiba, avec le U920T, vous présente les nouveautés du CES 2013 en direct de Las Vegas.